Bobby se leva lentement du divan, grimaçant comme une vieille femme. « Bobby, commença Gardner. « Oh, bon sang, j'ai mal partout, dit Roberta. Et il faut que je change ma... Enfin, passons. J'ai dormi combien de temps 14 heures, je crois, répondit Gardner, après avoir consulté sa montre. Même un peu plus. Et Bobby, ton nouveau livre. Ouais. Attends que je revienne, j'en ai pour 1 minute, dit-elle. Elle traversa lentement la pièce pour gagner la salle de bain, tout en déboutonnant la chemise dans laquelle elle avait dormi. Gardner put donc bien voir, mieux qu'il ne l'aurait souhaité en fait, combien Bobby avait maigri. Ça dépassait la maigreur, elle était carrément squelettique. Elle s'arrêta, comme si elle s'était rendu compte que Gardner la regardait. Sans se retourner, elle dit « Je peux tout expliquer, tu sais. »« Vraiment » demanda Gardner. Bobby resta longtemps dans la salle de bain, beaucoup plus longtemps qu'elle n'aurait dû pour aller aux toilettes et changer sa serviette. Gardner était presque certain que c'était ce qu'elle voulait faire. Elle avait la tête désolée, j'ai mes règles. Il prêta l'oreille pour entendre la douche, mais elle ne coulait pas, et l'inquiétude le gagna. Bobby lui avait semblé parfaitement lucide quand elle s'était réveillée, mais cela voulait-il nécessairement dire qu'elle l'était? Gardner eut la vision désagréable de Bobby sortant par la fenêtre de la salle de bain et s'enfuyant vers les bois, vêtu seulement de son blue jean et jacassant comme une folle. Il posa sa main droite sur le côté gauche de son front, à l'endroit de sa cicatrice. Sa tête s'était remise à battre un peu. Il attendit 1 ou 2 minutes de plus, puis se leva et se dirigea vers la salle de bain, d'une démarche rendue silencieuse par des efforts pas vraiment inconscients. À l'image de Bobby s'échappant par la fenêtre de la salle de bain pour éviter les explications, avait succédé celle de Bobby se tranchant calmement la gorge avec l'une des lames de rasoir de garde, afin encore d'éviter les explications, mais de façon définitive. Il décida qu'il ne ferait qu'écouter. S'il entendait des bruits normaux, il irait à la cuisine pour préparer du café et peut-être quelques œufs brouillés. Mais s'il n'entendait rien... Ses craintes n'étaient pas fondées. La porte de la salle de bain ne s'était pas bien fermée. Quelles que fussent les améliorations apportées au reste de la maison, les portes de Bobby, qui fermaient mal, restaient fidèles à leur bonne vieille habitude de se rouvrir. Il faudrait probablement que Bobby refasse tout le côté nord de la maison pour remédier à ça. C'est peut-être son projet pour la semaine prochaine, se dit-il. La porte s'était rouverte, assez largement pour qu'il puisse voir Bobby debout devant le miroir où il s'était lui-même regardé pas si longtemps auparavant. Elle tenait la brosse à dents d'une main et un tube de dentifrice de l'autre, mais elle n'avait pas encore débouché le tube. Elle regardait dans le miroir avec une intensité presque hypnotique. Elle avait retroussé ses lèvres, découvrant toutes ses dents. Elle surprit un mouvement dans le miroir et se retourna, sans faire d'effort particulier pour dissimuler sa poitrine amaigrie. « Garde, est-ce que tu trouves que mes dents sont normales ?» demanda-t-elle. Gardner les regarda. Elles lui semblaient telles qu'elles avaient toujours été, même s'il ne se souvenait pas d'en avoir jamais vu autant, ce qui lui rappela cette terrible photo de Karen Carpenter. « Bien sûr, » répondit-il. Il s'efforçait de ne pas regarder les côtes saillantes de Bobby, ni les os de son bassin qui pointaient au-dessus de son jean. Jean qui tombait en dépit d'une ceinture tellement serrée qu'on aurait dit un pantalon de vagabond trop large, retenu par une ficelle. « Enfin, je crois, » ajouta-t-il. « Regarde, maman, je n'ai pas de caries, » singea-t-il en souriant. Bobby essaya de lui rendre son sourire, mais avec ses lèvres tirées jusqu'aux gencives, le résultat de l'expérience fut assez grotesque. Elle posa un doigt sur une molaire et appuya. « Est-ce que ça bouge quand je fais ça ?»« Pardon ?» fit Jim. « Est-ce que ça bouge quand je fais ça ?» répéta-t-elle en enlevant son doigt. « Non, pour autant que je puisse voir, » répondit-il. « Mais pourquoi ?»« C'est à cause de ce rêve que je fais tout le temps, » reprit Bobby. Elle se regarda. « Mais sors d'ici, garde, je suis déshabillé. »« Oh, ne t'en fais pas, Bobby, je n'avais pas l'intention de te sauter dessus, j'aurais trop peur de me faire des bleus. »« Oh, désolé, dit-il, la porte était ouverte, j'ai pensé que tu étais sorti. » Il ferma la porte, tirant d'un coup ferme pour s'assurer que Le Pen était bien enclenché. D'une voix claire, Bobby lui déclara à travers la porte. « Oh, je sais ce qui te préoccupe. » Il ne répondit rien et resta planté là, mais il eut l'impression qu'elle savait qu'il était toujours là, comme si elle avait pu voir à travers la porte. « Tu te demandes si je perds la raison, hein ?»« Oh non, non, Bobby, mais... »« Je suis aussi saine d'esprit que toi, » continua-t-elle. « Je suis tellement raide que je peux à peine marcher, et j'ai un bandage autour du genou droit. Je ne me souviens plus pourquoi, mais j'ai une faim de loup, puis j'ai trop maigri. Mais je ne suis pas folle, garde. Mais je crois qu'avant ce soir, il se pourrait que tu te demandes par moments si toi non plus tu n'es pas fou. Mais je connais la réponse, nous ne le sommes ni l'un ni l'autre. »« Mais Bobby,
Qu'est-ce qui se passe ici interrogea Gardner d'une voix qui ressemblait plutôt à un cri d'impuissance. Attends, je veux enlever ce foutu bandage et voir ce qu'il y a dessous, dit Bobby à travers la porte. Il me semble que je me suis bien arrangé. Dans les bois, probablement. Après, je veux prendre une douche bien chaude et enfiler des vêtements propres. Pendant ce temps, tu pourrais nous faire un bon petit déjeuner et je te raconterai tout. Vraiment demanda-t-il. Ah oui. Bon, d'accord, Bobby. Je suis contente que tu sois là, garde, reprit-elle. J'ai eu un mauvais pressentiment une fois ou deux. J'avais l'impression que tu n'allais pas bien. Gardner sentit sa vision se dédoubler, éclater, avant de s'éparpiller en prismes de kaléidoscope. Il passa un bras sur son visage. Non, la mer est calme, le ciel est bleu, dit-il. Je vais faire le déjeuner. Oui, merci, garde. Il s'éloigna, mais il dut marcher lentement, parce qu'il avait beau se frotter les yeux, sa vision tentait sans cesse de voler en mille morceaux. Il s'arrêta brusquement au seuil de la cuisine et retourna vers la salle de bain. Maintenant, l'eau coulait. « Et où est Peter » demanda-t-il. « Quoi » cria Bobby dans le vacarme de la douche. « Je te demande où est Peter ?»« Oh, il est mort. J'ai pleuré, garde. Mais il était... enfin, tu sais... » « Oui, vieux, » murmura Gardner, avant de se souvenir qu'il lui fallait élever la voix pour qu'elle l'entende malgré la douche. « Il est mort de vieillesse, alors ?»« Oui, » répondit-elle. Gardner resta planté là un moment avant de retourner à la cuisine, se demandant pourquoi il croyait que Bobby mentait au sujet de Peter et de la façon dont il était mort. Garde prépara des œufs brouillés et du bacon grillé. Il remarqua un four à micro-ondes installé sur le four ordinaire et de nouvelles rampes d'éclairage au-dessus des plans de travail et de la table où Bobby avait l'habitude de prendre la plupart de ses repas, en tenant généralement un livre dans sa main libre. Il fit du café, fort et noir, et il apportait le tout sur la table quand Bobby arriva, vêtu d'un pantalon de velours propre et d'un t-shirt orné du dessin d'une monstrueuse simulinoire au-dessus de la légende « L'oiseau du Maine ». Ses cheveux mouillés étaient enveloppés d'une serviette. Bobby inventoria du regard ce qui se trouvait sur la table. « Pas de toast » demanda-t-elle. « Rôtis-les toi-même, tes foutus toasts, » dit aimablement Gardner. « Je n'ai pas fait 300 bornes en stop pour te préparer ton petit-déj. »« Tu as fait quoi » demanda Bobby en arrondissant les yeux. « Hier, sous la pluie ?»« Eh oui, » répondit-il. « Mais, nom de Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé » reprit-elle. « Muriel m'a dit que tu étais en tournée et que tu donnais ta dernière lecture le 30 juin. »« Tu as appelé Muriel » demanda-t-il. « Mais quand ?» Il était bêtement ému. Bobby claqua des doigts comme si ça n'avait pas d'importance, ce qui était probablement vrai. « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé » insista-t-elle. Il pensa le lui dire. Il s'aperçut même avec horreur qu'il voulait le lui dire. Mais est-ce qu'elle n'était bonne qu'à ça? Est-ce que Bobby Anderson ne valait pas plus que la digue sur laquelle il s'était échoué? Il hésita. Il voulait le lui dire, mais il résista. Il pourrait le faire plus tard, peut-être. « Oh, plus tard, dit-il. Je veux savoir ce qui se passe ici avant. »« Oh, d'abord on déjeune, dit-elle. Et c'est un ordre. » Garde donna à Bobby l'essentiel des œufs et du bacon, et Bobby ne perdit pas de temps. Elle se jeta dessus comme une femme qui est restée sans rien manger pendant longtemps. En la regardant dévorer, Gardner se souvint de la biographie de Thomas Edison qu'il avait lue quand il était très jeune, vers 10 ou 11 ans. Edison fonctionnait par crises de travail pendant lesquelles les idées fusaient les unes après les autres, les inventions se succédant. Pendant ces crises, il négligeait femmes, enfants, toilettes et même nourriture. Si sa femme ne lui avait pas apporté ce repas sur un plateau, il aurait tout aussi bien pu se laisser mourir de faim entre l'invention de l'ampoule électrique et celle du phonographe. Une image le montrait, les mains plongées dans sa tignasse hirsute, comme s'il voulait atteindre son cerveau à travers les cheveux et le crâne, ce cerveau qui ne le laissait pas en paix, et Gardner se souvint d'avoir pensé que cet homme avait l'air fou. Et puis, se dit-il en touchant le côté de son front, Edison souffrait de migraines. Des migraines et de profondes dépressions. Bobby ne montrait pourtant aucun signe de dépression. Elle engloutit les œufs, mangea 7 ou 8 tranches de bacon coincées entre des toasts tartinés de margarine et avala 2 grands verres de jus d'orange. Quand elle eut fini, elle émit un rot sonore. « Que tu es mal élevé, Bobby » fit Gardner. « En Chine, on rote pour féliciter la cuisinière, » dit-elle. « Et qu'est-ce qu'on fait quand on est bien baisé? On pète » reprit Garde. Bobby jeta la tête en arrière et éclata de rire. La serviette tomba de ses cheveux, et d'un seul coup, Garde eut envie de l'emmener au lit, sac d'os ou pas. Avec un petit sourire, Bobby dit « Oh ouais, d'accord, c'était bon, et merci, mais un de ces dimanches, je te ferai des œufs bénédicts terribles. »
Bon allez, maintenant, vas-y, raconte, dit Gardner. Bobby tendit le bras derrière elle et attrapa un paquet de camel à moitié plein. Elle alluma une cigarette et poussa le paquet vers Gardner. Oh non merci, dit-il. C'est la seule de mes mauvaises habitudes que j'ai presque réussi à éliminer. Mais avant que Bobby n'ait fini, Gardner en avait fumé 4. Tu as regardé autour de toi, dit Roberta. Je me souviens à peine de t'avoir dit de le faire, mais je sais que tu l'as fait. Tu as la tête que j'avais quand j'ai trouvé la chose dans le bois. Quelle chose demanda-t-il. Ah, si je te le disais maintenant, tu penserais que je suis folle, reprit-elle. Plus tard, je te montrerai. Mais pour le moment, je crois que nous ferions mieux de parler. Dis-moi ce que tu as vu ici. Quel changement? Gardner les énuméra. La rénovation de la cave, les projets, le drôle de petit soleil dans le chauffe-eau, et l'étrange transformation du moteur du Tomcat. Il hésita un moment en pensant à la modification du schéma des vitesses, mais il décida de laisser cela pour le moment. Il se dit que de toute façon, Bobby savait qu'il avait vu la plaque. Et au milieu de tout ça, dit-il, tu as trouvé le temps d'écrire un autre livre, un livre très long. J'en ai lu les 40 premières pages pendant que j'attendais que tu te réveilles, et je crois que c'est aussi bon que long. Probablement le meilleur roman que tu aies jamais écrit, et tu en as écrit de bons. Merci, dit Roberta, en hochant la tête avec satisfaction. Je crois aussi que c'est bien. Tu la veux demanda-t-elle en montrant la dernière tranche de bacon. Non, merci. Tu es sûr? Oui. Elle la prit et l'avala. Et ça t'a pris combien de temps pour l'écrire demanda-t-il. Je n'en suis pas absolument certaine, mais peut-être 3 jours, pas plus d'une semaine en tout cas, et j'en ai fait l'essentiel en dormant. Gardner sourit. Je ne blague pas, tu sais, dit-elle en souriant aussi. Gardner cessa de sourire. Ma perception du temps est complètement déréglée, admit-elle. Je sais que je n'y travaillais pas encore le 27. C'était le dernier jour où je percevais encore très clairement l'écoulement du temps. Tu es arrivé ici la nuit dernière, le 4 juillet, et c'était fini. Alors, une semaine, au maximum. Mais je ne crois vraiment pas que ça m'a pris plus de 3 jours. Gardner resta bouche bée. Bobby le regardait calmement. Elle essuyait ses doigts sur une serviette. Mais Bobby, c'est impossible, finit-il par dire. Eh bien, si tu crois ça, c'est que tu n'as pas bien regardé ma machine à écrire, dit-elle. Gardner n'avait jeté qu'un coup d'œil à la machine de Bobby quand il s'était assis, parce que son attention s'était immédiatement fixée sur le manuscrit. Il avait vu 1000 fois la vieille Underwood noire. Le manuscrit, en revanche, était tout nouveau. Si tu l'avais regardé, reprit-elle, tu aurais vu le rouleau de papier de listing accroché au mur, et encore un de ses gadgets derrière. Boîte à eux, pile longue durée, etc. Quoi, tu veux ça? Elle poussa les cigarettes vers Gardner, qui en prit une. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais en fait, je ne sais pas comment rien de tout ça fonctionne, y compris le truc qui fournit tout le jus ici. Elle sourit devant l'expression d'incrédulité qui se peignait sur le visage de Gardner. J'ai décroché la mamelle de Central Main Power, garde. Je leur ai fait suspendre la fourniture d'électricité. C'est comme ça qu'ils disent, comme s'ils savaient parfaitement que tu y reviendras avant longtemps. Voyons, ça fait 4 jours. Ça, je m'en souviens. Mais, Bobby! Et dehors, dans la boîte de raccordement, reprit-elle, il y a un bidule comme celui de mon chauffe-eau et celui de ma machine à écrire. Mais celui-là, c'est le grand-père de tous les autres, dit-elle avec le rire d'une femme évoquant un plaisant souvenir. Il y a 20 ou 30 piles dedans. Je pense que Polly Andrews, au supermarché Coudeur, doit croire que je suis cinglé. J'ai acheté toutes les piles de son stock, et ensuite je suis allé jusqu'à Augusta pour en avoir davantage. Est-ce que c'est le jour où j'ai eu la terre pour la cave? Se demanda-t-elle en fronçant les sourcils. Je crois, ouais, dit-elle en retrouvant un visage serein. La fameuse course aux piles de 1988. J'ai fait 7 magasins différents, et je suis revenu avec des centaines de piles, et puis je me suis arrêté à Albion, et j'ai pris un chargement de terreau pour la cave. Je suis presque sûr que j'ai fait les deux le même jour. Son front se plissa de nouveau, et Gardner crut un instant que Bobby était aussi effrayée et épuisée que la veille. Naturellement, elle était encore épuisée. Le type d'épuisement qui l'avait conduite à s'effondrer dans les bras des Gardner pénétrait jusqu'à la moelle des os. Une seule nuit de sommeil, même long et profond, ne pouvait l'effacer. Et puis il y avait ce discours fou, hallucinatoire, le livre écrit dans son sommeil, tout le courant de la maison venant de pile, l'équipé à Augusta. Mais les preuves étaient là, tout autour de lui, il les avait vues. Ah, celui-là, dit Roberta en riant. Quoi, Bobby? Fit-il. Je disais que j'ai eu un mal de chien à monter le machin qui produit le courant pour la maison, et aussi pour les fouilles. Quelle fouille? La chose dans le bois que tu veux me montrer? Oui, oui, mais bientôt. Donne-moi encore quelques minutes. Le visage de Bobby refléta à nouveau le plaisir de raconter,
Et Gardiner songea soudain que ce devait être l'expression de ceux qui non seulement veulent raconter une histoire, mais doivent la raconter. Comme le conférencier qui a participé à une expédition dans l'Antarctique en 1937, et Voubarbe avec ses diapositives délavées, comme Ismaël le marin, ancien du malheureux Pécode, terminant son récit par une phrase qui ressemble plutôt à un cri désespéré, à peine déguisé en information. « Et il ne reste que moi qui puisse encore vous le raconter. » Était-ce du désespoir et de la folie qu'il fallait déceler sous les souvenirs joyeux et chaotiques des 10 jours qui ébranlèrent Haven? Gardiner le pensait, il le savait. Qui mieux que lui eût pu détecter les signes révélateurs? Quoique Bobby ait pu vivre ici, tandis que Gardiner lisait ses poèmes à des matrones informes et à leurs maris somnolents, cela avait bien failli la rendre folle. Bobby prit une autre cigarette d'une main un peu tremblante, qui fit un instant clignoter la flamme de l'allumette. Tremblement imperceptible que Garde n'avait remarqué que parce qu'il s'y attendait. Je n'avais pas de carton à œufs sous la main, et de toute façon, les piles que je devais placer étaient trop nombreuses pour tenir dans un ou deux cartons. Alors je suis monté chercher un des coffres à cigares d'oncle Frank. Il doit y en avoir une douzaine, en bois, dans le grenier. Même ma belle Noise ou Bazar de Haven m'en donnerait probablement quelques dollars, et tu sais quel vautour elle est. Et j'ai bourré le coffret de papier hygiénique pour faire des niches où les piles tiendraient debout. Tu sais, les niches. Bobby fit un geste rapide de son index droit et regarda Garde, les yeux brillants, pour voir s'il comprenait. Garde acquiesça. Le sentiment d'irréalité revenait, cette impression que son esprit allait s'éjecter de son crâne et flotter jusqu'au plafond. Une cuite arrangerait tout, se dit-il, et les pulsations s'amplifièrent dans sa tête. Mais les piles n'arrêtaient pas de tomber, continua-t-elle, en écrasant sa cigarette avant d'en allumer immédiatement une autre. Ils étaient surexcités, complètement surexcités, et moi aussi. Alors j'ai eu une idée. Il? Je suis allé chez Chip McClawson, tu sais, sur Dugout Road. Gardiner hocha la tête. Il n'était jamais allé sur Dugout Road. Eh bien, il vit là-bas avec cette femme, sa concubine, je crois, et environ 10 gosses, si tu voyais ça. La crasse autour de son cou, garde. Pour la nettoyer, il faudrait un marteau et un burin. Je crois qu'il était marié avant, mais ça n'a pas d'importance. C'est seulement que je n'avais personne à qui parler. Je veux dire, il ne parle pas comme des personnes normales, et je n'arrête pas de mélanger ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Les mots s'étaient mis à jaillir de plus en plus vite de la bouche de Bobby, et maintenant ils se bousculaient presque. Elle s'emballe, se dit Gardiner, un peu inquiet, et elle ne va pas tarder soit à crier, soit à pleurer. Il ne savait pas ce qu'il redoutait le plus, et repensa à Ismaël. Ismaël déambulant dans les rues de Bedford, dans le Massachusetts, puant plus la folie que l'huile de baleine, accrochant finalement un malheureux passant et criant « Écoutez, il ne reste que moi pour vous raconter, alors vous feriez mieux d'écouter, bon Dieu. Vous feriez mieux d'écouter si vous ne voulez pas utiliser ce harpon comme suppositoire. J'ai une histoire à raconter. C'est à propos de cette nom de Dieu de baleine blanche, et vous allez écouter. » Il posa sa main sur la sienne, de l'autre côté de la table. « Tu me racontes tout comme tu en as envie. Je suis ici et je t'écoute. J'ai tout mon temps. Comme tu l'as dit, c'est ton jour de congé. Alors ralentis un peu. Et si je m'endors, c'est que tu te seras trop écarté du sujet, d'accord ?» Bobby sourit et se détendit. Gardiner aurait voulu lui demander à nouveau ce qui se passait dans le bois. Plus encore, il aurait voulu savoir qui ils étaient. Mais il valait mieux attendre. Tout vient à point, à qui sait attendre, se dit-il, surtout les mauvaises nouvelles. Après avoir observé une pause pour se ressaisir, Bobby continua. Je te racontais ça parce que Chip McCausland a 3 ou 4 poulaillers. Pour quelques dollars, il m'a donné autant de cartons à eux que je voulais, et même quelques-uns de ces grands plateaux pour 10 douzaines d'œufs. Bobby rit joyeusement et ajouta quelque chose qui donna la chair de poule à Gardiner. Je n'en ai pas encore utilisé, mais quand je le ferai, je crois qu'on aura assez de courant pour que tout Haven décroche de la mamelle de Central Main Power. Et du rabio pour Albion et Troyes. Bon, alors, mais je m'égare encore. J'ai donc eu le courant ici, et j'avais déjà le bidule pour la machine à écrire, et j'ai vraiment dormi. Enfin, j'ai somnolé en tout cas, et c'est à peu près là qu'on en est, non ? Gardiner approuva, toujours aux prises avec l'idée que les faits se mêlaient aux hallucinations quand Bobby déclarait calmement qu'elle pourrait bricoler un bidule capable de fournir assez de courant pour 3 villages à partir d'une source d'énergie composée de 120 piles de 9 volts. Et la machine à écrire, justement, ça... Bobby fronça les sourcils et pencha un peu la tête, comme si elle écoutait une voix que Gardiner ne pouvait entendre. « Oh, ce serait peut-être plus facile si je te montrais comment ça marche, » dit-elle. « Vas-y, engage une feuille sur le chariot, tu veux bien ?» « D'accord, fit-il. » Il se dirigea vers la porte qui menait au salon, puis se retourna vers Bobby.
Tu ne viens pas? Non, je reste ici, répondit Bobby en souriant. C'est alors que Gardner saisit. Il comprit même à un niveau mental où seule la pure logique permettait qu'il en soit ainsi. L'immortel Sherlock Holmes lui-même n'avait-il pas dit que, lorsqu'on élimine l'impossible, il faut croire à ce qui reste, aussi improbable que ce soit? Et il y avait bien un nouveau roman sur la table, près de ce que Bobby appelait parfois son accordéon à mots. Ouais, sauf que les machines à écrire n'écrivent pas de livres toutes seules, mon vieux garde. Tu sais ce que dirait probablement l'immortel Sherlock Holmes? Que le fait qu'il y ait un roman près de la machine à écrire de Bobby, et le fait, de surcroît, que tu n'aies jamais vu ce roman auparavant, n'implique pas que ce soit un écrit récent. Holmes dirait que Bobby a écrit ce livre il y a quelque temps, et puis pendant ton absence, quand elle perdait la boule, elle l'a sorti et l'a posé près de la machine à écrire. Il est possible qu'elle croie ce qu'elle raconte, mais ça ne veut pas dire que ce soit vrai. Gardner gagna le coin encombré de la salle de séjour où Bobby avait installé son bureau d'écrivain, assez près de la bibliothèque pour qu'elle n'ait qu'à se balancer sur 2 pieds de sa chaise pour attraper presque n'importe lequel de ses livres. Non, c'est trop bon pour sortir d'une vieille malle. Il savait aussi ce que l'immortel Holmes dirait de ça. Il admettrait que l'hypothèse selon laquelle les soldats des bisons auraient été exhumés d'une malle était hautement improbable. Il déclarerait pourtant qu'écrire un roman en 3 jours, et pas à la machine à écrire, mais pendant qu'on fait la sieste entre 2 accès d'activité frénétique, était totalement impossible, nom de Dieu. Sauf que ce roman n'était sorti d'aucune malle. Gardner le savait, parce qu'il connaissait Bobby. Bobby aurait été tout aussi incapable de garder un aussi bon roman dans une malle que garde de rester calme dans une discussion portant sur l'énergie nucléaire. Oh, va te faire foutre, Sherlock. Et le joli fiacre dans lequel vous vous promeniez avec le docteur Watts? Mais bon Dieu, j'ai tellement envie d'un verre. L'envie, non, le besoin d'un verre était revenu avec une force effrayante. Tu y es, garde? Demanda Bobby. Oui. Cette fois, il enregistra vraiment la présence du rouleau de papier qui pendouillait au mur. Il regarda derrière la machine à écrire et vit effectivement un autre des gadgets de Bobby. Plus petit, celui-là. Une demi-boîte à œufs dont 2 alvéoles restaient vides alors que les piles de 9 volts occupaient les 4 autres. Chacune soigneusement coiffée de l'un de ces petits entonnoirs. À y regarder de plus près, Garde conclut que c'étaient des bouts de boîtes de conserve, consciencieusement découpés à la forme voulue, avec des cisailles, pour qu'ils s'adaptent au plot. Un fil sortant de chaque entonnoir au-dessus du pôle plus, un rouge, un bleu, un jaune, un vert. Ils étaient raccordés à une plaque de circuit imprimée qui semblait provenir, elle, d'un poste de radio. Elle était coincée verticalement entre 2 petites planchettes de bois collées au bureau qui la prenaient en sandwich. Gardner connaissait parfaitement ces planchettes de bois qui ressemblaient un peu à la gouttière où l'on pose les craies au bas d'un tableau noir, mais pendant un instant il eut du mal à les identifier. Puis il se souvint. C'étaient les supports que chaque joueur de Scrabble utilise pour disposer ses lettres devant lui. Un fil unique, presque aussi épais qu'un câble de batterie, reliait le tableau à la machine à écrire. « Introduis le papier !» cria Bobby en riant. « C'est la seule chose que j'avais oubliée. C'est idiot, non ? Il n'arrivait pas à m'aider et j'ai failli devenir folle avant de trouver la solution. J'étais aux chiottes un jour, regrettant finalement de ne pas avoir acheté un de ces foutus traitements de texte, quand j'ai tendu la main pour prendre du PQ. Eureka! C'est là que je me suis senti idiote. Qu'est-ce que je me suis senti idiote? Engage-le simplement sous le cylindre, garde. Non, je vais sortir d'ici, et tout de suite, et après je vais faire du stop jusqu'au Purple Co. à Apton, et je vais me saouler à un tel point que je ne me souviendrai jamais de tout ça. Je ne veux jamais savoir qui ils sont. Mais il tira le bout du rouleau, engagea la feuille perforée sous le cylindre et tourna le bouton sur le côté de la vieille machine jusqu'à ce qu'il puisse rabattre le guide-page. Son cœur commençait à battre fort et vite. « Ça y est, dit-il. Est-ce que tu veux que j'allume quelque chose ?» Il ne voyait aucun interrupteur, et même s'il y en avait eu un, il n'aurait pas voulu y toucher. « Non, non, pas besoin, répondit-elle. Garde entendit un déclic, suivi d'un ronronnement, le son d'un transformateur de train électrique pour gosses. La machine à écrire de Bobby émit soudain une lumière verte. Gardner fit un pas en arrière, un pas involontaire et titubant sur des jambes qui ressemblaient plutôt à des échasses. La lumière filtrait entre les touches en rayons étranges et divergents. Les côtés de l'Underwood étaient tapissés de plaques de verre qui luisaient maintenant comme les parois d'un aquarium. Soudain, les touches de la machine s'enfoncèrent d'elles-mêmes, s'abaissant et se relevant comme des touches d'un piano mécanique. Le chariot avançait rapidement. « Si je mange, je vais en enfer. » Le chariot revint en début de ligne. « Non, je ne vois pas ça. Je ne crois pas que je vois ce que je vois. »
Voici les perles qu'étaient ses yeux. À travers le clavier, une lumière verte et soyeuse de radium léchait les mots. Ma bière, c'est Rheingold. Il lui sembla que la ligne s'inscrivait en une seconde. Les touches frappaient si vite qu'on les voyait floues. C'était comme un téléscripteur dernier cri. Quand vous achetez une bière, pensez Rheingold. Bon Dieu, est-ce qu'elle fait vraiment ça? Ou est-ce que c'est un truc? Face à cette nouvelle merveille, son esprit recommençait à vaciller, et il se surprit à appeler désespérément Sherlock Holmes à l'aide. Un truc, naturellement, il y avait un truc, ça faisait partie de la dépression nerveuse de cette pauvre Bobby, de sa très créative dépression nerveuse. Non, il n'y a pas de truc, garde. Le chariot revint, et voici ce que les touches tapèrent sous les yeux agrandis et fixes de Jim. Ta première idée était la bonne. Je fais ça depuis la cuisine. Le gadget derrière la machine à écrire est sensible à la pensée, comme une cellule photoélectrique est sensible à la lumière. Ce bidule semble capter clairement mes pensées jusqu'à 8 km. Si je suis plus loin, ça s'embrouille. Au-delà d'une quinzaine de kilomètres, ça ne marche plus du tout. Le grand levier argenté, à gauche du chariot, s'actionna 2 fois, faisant monter de quelques lignes le papier, sur lequel s'inscrivaient maintenant les 6 messages, parfaitement tapés. Puis la machine se remit à frapper. Alors, tu vois, je n'avais pas besoin d'être assise à la machine pour travailler mon roman. Regarde, maman, sans les mains. Cette pauvre vieille Underwood a foncé comme une folle pendant ces 2 ou 3 jours, garde. Et pendant qu'elle frappait, je courais dans les bois, je travaillais sur le site ou à la cave. Mais comme je te l'ai dit, la plupart du temps, je dormais. C'est drôle, hein? Même si quelqu'un avait pu me convaincre qu'un tel gadget existait, je n'aurais jamais cru qu'il fonctionnerait avec moi, parce que j'ai toujours si mal dicté. Je prétendais qu'il fallait que j'écrive mes lettres moi-même, parce que j'avais besoin de voir les mots sur le papier. Il m'était impossible d'imaginer comment quelqu'un pouvait dicter tout un roman au magnétophone, par exemple, alors que certains écrivains le font, apparemment. Mais là, ce n'est pas comme quand on dicte. C'est comme une prise directe sur l'inconscient, plus un rêve qu'une écriture. Mais ce qui en sort n'a pas le caractère souvent irréaliste et illogique des rêves. Ce n'est plus du tout une machine à écrire, c'est une machine de rêve. Une machine qui rêve de façon rationnelle. C'est une sorte de plaisanterie cosmique qu'il me l'ait donnée, pour que je puisse écrire Les Soldats des Bisons. Tu as raison, c'est vraiment le meilleur livre que j'ai jamais écrit, mais c'est toujours un roman alimentaire. C'est comme si quelqu'un inventait une machine à mouvement perpétuel pour que son gosse ne l'embête plus à lui demander sans arrêt de changer les piles de sa voiture. Mais est-ce que tu t'imagines quels auraient été les résultats si Scott Fitzgerald avait eu l'un de ces gadgets? Ou Hemingway, Faulkner ou Salinger? Après chaque point d'interrogation, la machine marquait un temps de silence avant d'exploser en un autre nom. Après Salinger, elle s'arrêta complètement. Gardiner avait lu au fur et à mesure qu'elle écrivait, mais d'une façon mécanique, presque sans comprendre. Ses yeux se reportèrent au début du passage. Je m'étais dit que c'était un truc, qu'elle avait peut-être programmé la machine pour qu'elle m'écrive ces bouts de phrases, et ça a écrit. Mais ça avait écrit « Il n'y a pas de truc, garde ». Une idée lui vint soudain. « Est-ce que tu peux lire dans mes pensées, Bobby ?» Le chariot repartit soudain, surprenant Garde au point de le faire sursauter et presque crier. « Oui, mais juste un peu. »« Qu'avons-nous fait le 4 juillet de l'année où j'ai abandonné l'enseignement ?» se demanda-t-il dans sa tête. « Nous sommes allés jusqu'à Derry. Tu as dit que tu connaissais un type qui nous vendrait des bombes cerises. Il nous a bien vendu les bombes cerises, mais elles n'ont jamais voulu éclater. Tu étais assez saoul. Tu voulais retourner trouver le gars et lui casser la gueule. Je n'arrivais pas à t'en dissuader, alors on y est retourné, et sa banlieue de maison était en feu. Il avait plein de vrais feux d'artifice dans sa cave, et il avait jeté un mégot de cigarette dans une boîte. Quand t'as vu le feu et les camions de pompiers, tu t'es mis à rire si fort que tu es tombé par terre dans la rue. » Le sentiment d'irréalité qu'éprouvait Garde n'avait jamais été aussi fort qu'à présent. Il lutta contre lui, le repoussant à bout de bras, tandis que ses yeux cherchaient autre chose dans le passage précédent. Au bout d'1 ou 2 secondes, il trouva. « C'est une sorte de plaisanterie cosmique qu'il me l'ait donnée. » Plus tôt, Bobby avait dit « Les piles n'arrêtent pas de tomber. » Ils étaient surexcités, complètement surexcités. Il sentait ses joues rouges et chaudes, comme quand on a de la fièvre, mais son front était aussi froid qu'un bloc de glace.
Même la pulsation régulière de la douleur au-dessus de son œil gauche ressemblait à de froids élancements superficiels qui le frappaient avec la régularité d'un métronome. En regardant la machine à écrire, qui diffusait toujours cette lumière verte spectrale, Gardiner pensa « Bobby, qui sont ils ?» Les touches crépitèrent, les explosions de lettres formant les mots formant une ritournelle enfantine. Tard, la nuit dernière et celle d'avant, toc-toc à la porte. Les Tommy Knockers, les esprits frappeurs. Jim Gardiner se mit à hurler. Finalement, ses mains cessèrent de trembler, du moins suffisamment pour qu'il puisse porter son café à ses lèvres sans le renverser sur lui, couronnant les festivités de cette folle matinée par quelques brûlures de plus. Bobby, de l'autre côté de la table de la cuisine, gardait sur lui ses yeux inquiets. Elle conservait une bouteille de très bon brandy dans les profondeurs obscures de son cagibi, loin des alcools de première nécessité, et elle avait proposé à Garde d'arroser son café. Il avait refusé, pas seulement avec regret, mais avec douleur. Il avait besoin de ce brandy, qui atténuerait ses maux de tête, les arrêterait peut-être même totalement. Plus important encore, qui remettrait son cerveau en place. Il se débarrasserait de cette sensation de « je viens de m'envoler du bout du monde ». Mais le problème, c'était qu'il en soit arrivé à ce point, non? Eh oui, le point où il ne suffirait pas d'une giclée de brandy dans son café pour que ça s'arrête. Il y avait eu trop de choses à enregistrer depuis qu'il avait ouvert la trappe au bas du chauffe-eau de Bobby et qu'il avait remonté pour boire un verre de bourbon. À ce moment-là, il n'avait pas pris de risque, maintenant l'air vibrant de l'instabilité qui déclenche les cyclones. Alors, plus d'alcool, pas même pour allonger son café à l'irlandaise, jusqu'à ce qu'il ait compris ce qui se passait ici, ce qui arrivait à Bobby, surtout ça. « Oh, je suis désolé si la faim t'a fait peur, dit Roberta, mais je ne crois pas que j'aurais pu l'arrêter. J'ai dit que c'était une machine de rêve, et c'est aussi une machine de subconscient. Je ne perçois pas vraiment grand-chose de tes pensées, Garde. J'ai essayé avec d'autres gens, et dans la plupart des cas, c'est aussi facile que d'enfoncer le pouce dans la pâte à pain toute fraîche. On peut creuser jusqu'à ce qu'on appellerait le ça, je pense, bien qu'au fond ce soit horrible. Bien des plus monstrueuses, on ne peut même pas dire idées, images, oui, je crois qu'on appellerait cela des images, aussi simple qu'un gribouillage d'enfants, mais vivant, comme ces poissons qu'on trouve tout au fond de l'océan, ceux qui explosent quand on les remonte à la surface, expliquait Bobby, qui se mit soudain à frissonner. Ils sont vivants. Pendant une seconde, ce fut le silence, si ce n'est que dehors, les oiseaux chantaient. Bobby reprit brutalement. Bon, en tout cas, tout ce que je tire de toi, c'est superficiel, et même ça, c'est éclaté, épars et incohérent. Si tu étais comme les autres, je saurais ce que tu as, et pourquoi tu as l'air tellement minable. Oh ben merci, Bobby, dit-il. Je savais bien qu'il y avait une raison pour que je revienne toujours ici, et comme ce n'est pas la cuisine, ça doit être les flatteries. Il sourit, mais d'un sourire nerveux, et il alluma une autre cigarette. Enfin, continua Bobby, comme s'il n'avait rien dit, je peux me livrer à certaines conjectures sur la base de ce qui t'est déjà arrivé, mais il faudra que tu me donnes les détails. Même si je le voulais, je ne pourrais pas y fourrer mon nez. Je ne suis même pas certaine que je verrais les choses clairement si tu amenais tout sur le devant de ta tête et me déroulais le tapis rouge. Mais quand tu as demandé qui ils étaient, cette berceuse des Tommy Knockers m'est venue comme une grosse bulle, et elle s'est inscrite toute seule sur le papier. Bon, d'accord, dit Gardiner, bien qu'il ne le fût guère. Mais qui sont-ils, si ce ne sont pas des Tommy Knockers? Est-ce que ce sont des gnomes, des lutins, des grimles? Je t'ai demandé de regarder autour de toi, le coupa-t-elle, parce que je voulais que tu aies une idée de l'ampleur de tout ça, de l'immensité des implications possibles. Je le comprends bien, dit Gardiner, tandis qu'un pâle sourire relevait les commissures de ses lèvres. Encore quelques petites implications comme celles que j'ai vues, et je suis bon pour la camisole de force. Ah, tes Tommy Knockers sont venus de l'espace, dit Roberta, comme je pense que tu l'as compris maintenant. Gardiner se dit que l'idée avait fait plus que traverser son esprit, mais il avait la bouche sèche, les mains paralysées autour de sa tasse de café. « Et est-ce qu'ils sont près de nous ?» demanda-t-il. Sa voix semblait venir de très très loin. Il eut soudain peur de se retourner, peur de voir une chose difforme, avec 3 yeux et une corne à la place de la bouche, sortir du cagibi en valsant, ce qu'on ne voit qu'au cinéma, dans une quelconque guerre des étoiles. « Non, je crois qu'ils sont morts depuis longtemps, dit calmement Bobby. Leur être physique est mort. Ils sont probablement morts bien avant que les hommes n'existent sur Terre. Mais tu sais, Caruso est mort, mais il chante encore sur Dieu sait combien de disques, non? Mais Bobby, dis-moi ce qui est arrivé. Je voudrais que tu commences par le début et que tu termines en disant
Et puis tu es arrivé dans mon chemin juste à temps pour m'attraper alors que je m'évanouissais. Tu peux faire ça? Oh, pas complètement, dit-elle avec un sourire. Mais je vais essayer. Bobby parla longtemps. Quand elle eut terminé, il était plus de midi. Garde, assis en face d'elle, à la table de la cuisine, fumant, ne s'excusa qu'une fois pour aller à la salle de bain, où il avala 3 aspirines de plus. Bobby commença par le jour où elle avait trébuché, lui raconta comment elle était revenue pour dégager davantage le vaisseau, assez pour comprendre qu'elle avait trouvé quelque chose d'absolument unique, et comment elle était revenue une 3e fois. Elle ne lui parla pas de Marmotte, la marmotte morte à laquelle les mouches ne s'intéressaient pas, ni de la cataracte de Peter qui avait régressé, ni de sa visite à Etheridge, le vétérinaire. Elle passa sur tout ça sans avoir l'air d'y toucher, disant seulement que lorsqu'elle était revenue de sa première journée complète de fouilles, elle avait retrouvé Peter étendu sur le porche devant la maison. C'était comme s'il s'était endormi, dit-elle, avec un sentimentalisme tellement mièvre dans la voix que Gardiner, qui savait que ce n'était pas du tout son genre, la scruta du regard, avant de baisser rapidement les yeux parce qu'elle pleurait un peu. Au bout d'un moment, Gardiner demanda. « Et ensuite ?»« Et puis tu es arrivé dans mon chemin, juste à temps pour m'attraper, alors que je m'évanouissais. »« Je ne comprends pas ce que tu veux dire, dit-il. »« Peter est mort le 28 juin, dit-elle. » Elle n'avait jamais été une très bonne menteuse, mais en prononçant ce mensonge-là, elle eut l'impression que sa voix restait normale et naturelle. C'est le dernier jour dont je me souvienne clairement, dont le déroulement s'organise logiquement autour de l'horloge. Je n'ai repris conscience de l'écoulement du temps que lorsque tu es arrivé hier soir. Elle sourit à Gardiner, mais la franchise de son sourire camouflait un autre mensonge. Ses souvenirs clairs et chronologiquement organisés ne remontaient pas au 28, mais au jour précédent, le 27, alors qu'elle se tenait au-dessus de cette chose titanesque émergeant à peine de la terre, l'appel à la main. Ses souvenirs avaient pris fin quand elle avait murmuré « tout va bien » et qu'elle avait commencé à creuser. Il y avait bien plus d'événements qu'elle n'en avait racontés, des tas de plus, de toutes sortes, mais elle ne parvenait pas à se souvenir de l'ordre dans lequel ils étaient survenus, et parmi ceux dont elle se souvenait, il lui fallait trier très consciencieusement. Elle ne pouvait pas vraiment, par exemple, parler à Garde de Peter, pas encore. Il lui avait dit qu'elle ne le devait pas, mais en l'occurrence, elle n'avait pas besoin qu'il le lui dise. Il lui avait également dit qu'il faudrait qu'elle surveille très étroitement Jim Gardiner. Pas très longtemps, naturellement. Garde ne tarderait pas à être, l'un des nôtres, dans l'équipe. Oui, et ce serait formidable de l'avoir dans l'équipe, parce que Jim Gardiner était l'être que Bobby aimait le plus au monde. Mais Bobby, qui sont ils? Les Tommy Knockers. Ce nom, qui avait jailli de l'étrange opacité de l'esprit de Garde comme une bulle argentée, ne s'avérait pas plus mauvais qu'un autre nom, mais oui, meilleur que certains autres. Et maintenant, demanda Gardiner en allumant la dernière cigarette d'un air à la fois hébété et circonspect. Je ne prétends pas que je peux avaler tout ça, dit-il avec un petit rire incontrôlé. Mon gosier n'est peut-être pas assez large pour que tout ça descende d'un coup. Je comprends, dit-elle. Je crois que si je me souviens aussi peu de la semaine passée, c'est essentiellement parce que tout est si étrange. C'est comme si j'avais l'esprit attaché à une rampe de lancement de fusée. Elle n'aimait pas mentir à Garde. Cela la mettait mal à l'aise, mais elle ne tarderait pas à cesser de mentir. Garde serait convaincu. Quand il aurait vu le vaisseau, quand il aurait senti le vaisseau. Quoi que je croie ou non, dit Garde, je serais bien forcé de croire l'essentiel, j'imagine. Oui, quand on élimine l'impossible, ce qui reste est la vérité, aussi improbable que ce soit, dit-elle. Ah, t'as entendu ça aussi demanda-t-il. Oui, vaguement, répondit-elle. J'aurais tout aussi bien pu ne pas comprendre si je ne t'avais pas entendu le dire 1 ou 2 fois. Bon, acquiesça Gardiner. Je crois que ça convient assez bien à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Si je ne crois pas aux preuves que me donnent mes sens, il faut que je croie que je suis fou. Mais il est vrai que Dieu sait combien de gens dans le monde seraient ravis de témoigner que je le suis effectivement. « Mais tu n'es pas fou, Garde, dit calmement Bobby. Elle posa sa main sur la sienne. Il retourna sa main et serra celle de Bobby. Enfin, tu sais, un type qui a tiré sur sa femme, il ne manque pas de gens qui diraient que c'est une preuve assez convaincante de démence. Mais Garde, ça s'est passé il y a 8 ans, dit-elle. Oui, bien sûr, répondit-il. Et ce type à qui j'ai donné un coup de coude dans la poitrine, c'était il y a 8 jours. J'ai aussi poursuivi un gars dans l'entrée d'Arberg à travers la salle à manger, à coups de parapluie. Est-ce que je te l'ai raconté? Ces 5 dernières années, mon comportement a été de plus en plus autodestructeur.
Salut tout le monde, et bienvenue à une nouvelle heure nationale d'apitoiement sur soi, annonça Bobby, comme un camelot de foire. Ce soir, notre invité est... Tu sais, hier matin, j'allais me suicider, dit Gardiner d'un ton calme. Si je n'avais pas eu cette idée vraiment forte que tu avais des ennuis, je nourrirais les poissons à l'heure qu'il est. Bobby le regarda intensément. Sa main serra progressivement celle de Garde jusqu'à lui faire mal. C'est vrai, Seigneur. Eh oui, répondit-il. Et tu veux savoir jusqu'où j'étais tombé? Il m'a semblé que, vu les circonstances, c'était la chose la plus sensée que je puisse faire. Mais allons, Jim. Non, non, je suis sérieux. Et puis cette idée m'est venue, l'idée que tu avais des ennuis. Alors j'ai remis mon suicide à plus tard pour pouvoir te téléphoner, mais tu n'étais pas là. Oh, j'étais probablement dans les bois, dit Roberta. Et tu as accouru? Elle éleva jusqu'à sa bouche la main de Garde et l'embrassa doucement. Même si toute cette folle histoire n'aboutit à rien d'autre, elle aura au moins permis que tu restes en vie, couillon. Comme toujours, je suis impressionné par la gauloiserie de tes compliments, Bobby. Mais si jamais tu le fais vraiment, reprit-elle, je veillerai à ce que l'on écrive sur ta pierre tombale, sous ton nom, couillon, en lettres gravées si profondément qu'elle ne s'effacerait pas avant au moins un siècle. Bah, merci beaucoup, dit-il. Mais tu n'auras pas à t'en préoccuper avant un moment, parce que j'ai toujours le même sentiment. Lequel? demanda-t-elle. Mais le sentiment que tu as des ennuis. Elle essaya de détourner le regard, de retirer sa main de celle de Gardiner. Regarde-moi, Bobby, bon sang. Elle finit par le faire, à contre-cœur, la lèvre inférieure un peu retroussée, avec cette expression butée qu'il lui connaissait si bien. Mais est-ce qu'elle n'avait pas l'air un tout petit peu mal à l'aise? Il en avait nettement l'impression. Tout cela semble tellement merveilleux, reprit Garde. L'énergie de la maison fournie par des piles électriques, des livres qui s'écrivent tout seuls, et Dieu sait quoi d'autre. Alors pourquoi est-ce que j'ai toujours le sentiment que tu as des ennuis? Je ne sais pas, dit-elle doucement. Elle se leva pour faire la vaisselle. Naturellement, j'ai travaillé jusqu'à l'épuisement, c'est sûr, dit Roberta. Elle lui tournait le dos maintenant, et il eut le sentiment qu'elle préférait ça. La vaisselle tintait dans l'eau chaude et savonneuse. Et tu sais, je ne me suis pas simplement dit des êtres venus de l'espace, de l'électricité bon marché et propre, et la télépathie, ouais, pas mal. Le facteur trompe sa femme, et je le sais. Je ne veux pas le savoir, bon sang, je ne suis pas une concierge, mais c'est là, garde, juste devant sa tête. Ne pas le voir aurait été nier la présence d'un néon de 30 mètres de haut. Bon Dieu, j'ai titubé et vacillé. Ouais, très bien, dit-il, et il pensa, elle ne dit pas la vérité, du moins pas toute la vérité, et je ne crois pas qu'elle en soit même consciente. La question reste posée, reprit-il. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais je ne sais pas, répondit-elle. Elle regarda par-dessus son épaule et vit les sourcils levés de Gardiner. Est-ce que tu croyais, dit-elle, que j'allais t'apporter la réponse en un joli petit essai de 500 mots au moins? Non, je ne peux pas. J'ai quelques idées, mais c'est tout. Et ce ne sont peut-être même pas de bonnes idées. J'imagine que la première chose à faire, c'est de t'emmener là-bas pour que tu puisses être convaincu, y jeter un coup d'œil. Après, eh bien... Gardiner la regarda un long moment. Cette fois, Bobby ne détourna pas les yeux. Ils étaient ouverts et candides. Mais quelque chose n'allait pas ici. Ça sonnait faux. Des choses comme cette note de mièvrerie quand Bobby avait parlé de Peter. Peut-être que ses larmes étaient sincères, mais le ton de sa voix sonnait faux. D'accord, dit-il. Allons jeter un coup d'œil à ton vaisseau spatial fossile. On va d'abord déjeuner, dit calmement Bobby. Tu as encore faim? demanda-t-il. Bah oui, bien sûr. Pas toi? Bah non. Alors je vais manger pour deux, répliqua-t-elle. Et c'est ce qu'elle fit.